Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire des vendanges en ligne 2025. Les gens se connectent petit à petit, donc on commence toujours à 19h pile pour être ponctuel. Donc bienvenue à tous et à tous. Pour cette session, nous allons accueillir Clémentine Chazal, toujours dans la thématique vigne, vin et politique. Donc c'est la deuxième conférence de cette session et je vais sans plus tarder passer la main à Stéphanie Lachaud qui va donc nous présenter la conférencière. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes effectivement heureux de vous accueillir de nouveau pour cette session de 3 séminaires en ligne sur la thématique vigne, vin et politique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clémentine Chazal, qui est docteure en sciences politiques, justement, pour évoquer avec vous et avec nous quelques-uns des principaux apports de ses travaux de recherche actuels, puisqu'elle a soutenu une thèse en septembre 2024 intitulée Du cap de Bonne-Espérance à la pointe de Grave, une étude du mouvement des vins nature et de ses enjeux politiques, mobilisation environnementale et transformation de la production vitivinicole. Alors, je ne doute pas que parmi toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous avez entendu parler justement de ce mouvement des vins nature. Et je crois que la présentation ce soir de Clémentine Chazal ne manquera pas du coup de compléter vos connaissances et peut-être aussi de susciter des questions. Je vous invite dans le module questions-réponses à les formuler au fil de l'exposé. Et moi ensuite, à la fin, je ferai office de modératrice en reposant donc à Clémentine les questions que vous pourrez être amené à lui demander pour compléter sa présentation. Donc, sans plus attendre, je lui laisse la parole pour une trentaine de minutes, de façon à compléter notre connaissance de cette thématique qui nous occupe pendant 3 semaines. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne correctement? Oui, super. Parfaitement. Très bien. Ok. Bah, je vais commencer par remercier chaleureusement l'équipe des Vendanges du Savoir, Manon et Stéphanie pour leur invitation. Je suis très contente de pouvoir partager un petit peu mes recherches. Voilà, comme l'a dit Stéphanie, c'est une thèse qui a été soutenue récemment en 2024. Euh, Quelques mots, du coup, aujourd'hui, après cette thèse, je suis toujours à Sciences Po Bordeaux, mais sur un nouveau projet. Je travaille au Centre Émile Durkheim sur le projet Maya, qui est un projet région Nouvelle-Aquitaine dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, toujours sur la filière viticole, mais plutôt cette fois-ci du point de vue des caves coopératives et un peu les enjeux, les leviers, les obstacles pour l'agroécologie. Voilà, c'était une petite introduction. Euh, Avant-propos, voilà, qu'est-ce que le vin nature? Je voulais un petit peu resituer ce qu'on appelle vin nature aujourd'hui. En fait, c'est un objet, un produit qui est resté assez longtemps sans définition. Et c'est d'ailleurs en fait l'absence de définition institutionnelle, plutôt tous les débats qu'il y avait autour de la définition du vin nature, qui a attiré mon attention dans un premier temps. Et récemment, il y a eu le syndicat des 20 méthodes nature qui donc s'est créé en 2019 et qui en 2021 a créé une charte en 12 points qui vise du coup à encadrer, à définir le vin nature, en tout cas sa production sous le nom méthode nature. Alors, pour le définir grossièrement, très, très brièvement, qu'est-ce que le vin nature? C'est un vin qui, à minima, est produit avec des raisins issus de l'agriculture biologique et avec une intervention minimale de la vigne au chai, donc pas ou peu de manipulation technique et pas ou peu d'intrants chimiques de synthèse. Il y a tout un débat, notamment autour des sulfites. Je sais que le syndicat de méthode nature a tranché sur 30 mg de sulfite par litre autorisé. Voilà, et c'est une question qui est toujours une controverse aujourd'hui. Et il s'agit également de préciser que
du fait de l'absence de définition du mouvement du vin nature, pendant longtemps, il n'y a pas eu de statistiques officielles, mais on estime aujourd'hui que la production de vin nature compte entre 1, 2, 3% de la production viticole globale. Donc, on peut quand même parler d'un phénomène de niche. Et peut-être dernière précision aussi ici, c'est également un objet qui a fait l'objet, c'est également un sujet qui a fait l'objet de très peu de littérature académique. Hein, si on compare par exemple à la littérature académique sur le vin qui est très dense, qui est assez immense, on trouve un vertige devant cette littérature. Au contraire, sur le vin nature, il y avait très peu de littérature académique et encore moins du point de vue des sciences humaines et sociales. Mais entre le moment où j'ai commencé ma recherche, donc en 2020, et aujourd'hui, c'est quand même intéressant de noter qu'il y a eu une prolifération de travaux sur le sujet qui sont venus en quelque sorte confirmer mon intuition quant à la nécessité de venir apporter un éclairage sur cet objet qui est encore un petit peu mouvant, polymorphe, voilà. Donc, une niche, mais une niche quand même qui faisait l'objet d'une surattention dans les médias. Et, euh, et voilà, donc maintenant que j'ai défini l'objet, si vous avez des remarques sur tout ce qui est l'aspect organoleptique du vin nature, sa qualité ou ses aspects de conservation, malheureusement, je ne serai pas forcément la bonne personne pour vous répondre, parce que je suis ni oenologue, ni agronome. Et du coup, je vais plutôt essayer aujourd'hui de nous amener à nous interroger sur des questions plutôt sur la dimension politique du vin nature. Et ici encore, petit aparté, quand je parle de la dimension politique du vin nature, il faut la comprendre non pas au sens la sphère politicienne ou partisane, mais plutôt la dimension politique plus large, c'est-à-dire les enjeux de pouvoir, de gouvernance autour de la production de vin nature, les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui en découlent. Donc la grosse question qui nous anime aujourd'hui, c'est est-ce que le mouvement des vins nature, c'est un mouvement de résistance? Et en ce sens, le point de départ de cette recherche, c'est moins le produit vin nature, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le mouvement. Donc moins les aspects techniques, mais plutôt toute la nébuleuse d'acteurs qui gravitent autour de ce mouvement, quelles sont leurs revendications, leur rôle en tant qu'agent de transformation, dissident ou alors voilà presque porteur d'innovation sur le marché. L'ambition de mon travail de thèse, c'était de s'interroger sur la capacité d'agir du mouvement des vins nature comme force de résistance au sein de l'industrie viticole, c'est-à-dire de comprendre comment un mouvement de niche se construit en opposition au fonctionnement traditionnel de la filière, comment il cherche à s'en émanciper et ce qu'il y parvient, et aussi, dans un deuxième temps, comment ces acteurs qui se disent du coup dissidents au sein d'une industrie perturbent cette industrie, ses normes, ses usages, son marché, et comment ils montrent que des alternatives sont possibles, voire souhaitables. Et on va le voir notamment en termes de transition écologique. Pour répondre à cette question, j'ai pioché dans plusieurs courants de la littérature académique, notamment trois courants que j'ai croisés. Premièrement, tout ce qui est la littérature sur la sociologie des mouvements sociaux, hein, donc qui s'intéresse aux luttes, aux mouvements de résistance. Ensuite, l'économie politique, donc les innovations, les transformations de marché. Et un dernier champ de la littérature un peu moins connu en France, plutôt dans les pays anglo-saxons, qui est l'écologie politique, political ecologies, qui lui analyse les enjeux de gouvernance, les rapports de pouvoir autour des ressources naturelles, donc ici la vigne et le vin. Et donc, j'ai essayé de construire cette grille analytique à la croisée de ces trois champs de littérature, voilà, pour interroger la capacité d'agir de groupes d'activistes, de groupes militants dans le marché et d'analyser leur rôle en tant que mouvement de résistance dans la filière. C'est une thèse que j'ai réalisée entre 2020 et 2024 et ce projet s'est construit autour d'une comparaison structurante entre deux régions viticoles, le Bordelais en France et la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. C'était deux régions qui avaient jamais, ou en tout cas rarement été comparées, que certains qualifiaient même d'incomparables. Donc c'était aussi un défi un peu de l'analyse scientifique. Et puis pour moi, ça faisait sens puisque ça me permettait d'une part de venir explorer un peu la dimension transnationale du mouvement des vins nature, comment il existe non pas juste
de manière micro-locale, mais vraiment en tant que mouvement international, et aussi parce que c'était deux régions dans lesquelles la temporalité du mouvement était assez similaire. On date le début du mouvement dans les deux régions autour des années 2010. Voilà, alors pour cette thèse, j'ai essentiellement déployé des méthodes qu'on qualifie de méthodes qualitatives, avec de l'immersion longue sur le terrain, des entretiens, de l'observation participante avec les professionnels de la filière, et ensuite un travail d'analyse de réseau. Et donc, il y a vraiment une dimension inductive dans ce projet, c'est-à-dire que j'ai laissé le terrain, le quotidien, la sérendipité du terrain venir guider un peu mes pas, venir faire émerger les problématiques, les hypothèses de la recherche. J'ai suivi les controverses du terrain et j'avais vraiment cette volonté d'une part de m'immiscer dans un milieu qui est hautement codifié, mais aussi l'intention d'aller au plus près des producteurs pour comprendre leur trajectoire professionnelle et aussi les différentes raisons qui les ont poussés vers ces modes de production alternatifs, voire parfois vers des engagements militants. Et donc voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelques-uns des résultats de cette recherche qui, j'espère, voilà, viendront nourrir notre discussion. Premièrement, le mouvement des vents nature est-il un mouvement de résistance? Quelle est la charge contestataire de ce mouvement? Autrement dit, comment s'illustre le contester, le résister dans les pratiques viticoles, mais aussi au-delà des pratiques viticoles? Et donc, je vais commencer par ce qui me paraît peut-être le plus évident. Le mouvement des vents nature se veut à l'avant-garde de pratiques écologiques marquées, de pratiques écologiques poussées et d'un agenda environnemental fort. En cela, les vignerons nature se tournent vers des productions alternatives comme l'agriculture biologique, la biodynamie ou encore l'agroforesterie, la viticulture régénérative. Et c'est d'ailleurs quelque chose que montrait déjà l'anthropologue Christelle Pinault. C'est véritablement ce retour au sensible des vignerons du mouvement nature avec une attention particulière pour le vivant, pour les écosystèmes qui entourent le vignoble. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point, je défends que le mouvement des vins nature se construit aussi autour d'une éthique de la non-intervention. Dans les vignobles, les vignerons nature, ils délaissent les machines et ils préféreront le retour à la traction animale, les vendanges manuelles, mais ça se voit surtout aussi au chai. Les vignerons nature participent à déconstruire en fait l'évidence d'un progrès industriel comme quelque chose d'unidirectionnel, notamment en dénonçant des pratiques intensives à la fois en viticulture mais surtout en œnologie. Et donc, chez les vignerons nature, on va retrouver cette remise en question constante des interventions, que ce soit au niveau des manipulations techniques. Hein. Donc, les vignerons nature vont préférer ne pas avoir recours au filtrage, au collage, à la thermovinification, mais aussi une remise en question de tout ce qui est ajout d'intrants chimiques de synthèse. Tout à l'heure, j'ai mentionné rapidement le sulfite, mais la liste de ces intrants est beaucoup plus longue. Hein. Il y a les levures exogènes, les acidifiants, etc. Dernier point, et qui du coup fait un petit peu écho à cette éthique de la non-intervention, c'est que de fait, le vin nature est produit en petite quantité sur des surfaces dépassant très rarement les 30 hectares, hein, travail manuel oblige. Et donc, on a affaire à des productions assez réduites. Voilà, c'est ça un peu ce qui définit, selon moi, l'éthos du mouvement des vins nature. Pourtant, à y regarder de plus près, on s'aperçoit rapidement que la production vitivinicole nature, elle est multiple, elle est variée, et parfois des pratiques qui font débat. On ne sait pas trop ce qui rentre dans le mouvement des vins nature. Et donc, plutôt que de définir ce qu'est le vin nature, je propose ici de définir ce contre quoi il s'oppose. En d'autres termes, je pense qu'il est plus facile de définir le vin nature autour d'un adversaire commun. C'est autour de cet adversaire commun que le vin nature prend forme. Selon les enquêtés, cet adversaire commun, il est nommé différemment, hein, mais les vignerons, les acteurs du mouvement nature, s'érigent voilà, contre la production dite standardisée, conventionnelle, intensive. Parfois aussi, j'ai retrouvé beaucoup dans mes entretiens des verbatims autour du modèle de l'agriculture fordiste, du système agrocapitaliste, etc. Donc, pour résumer, le mouvement des vins nature recouvre une pratique, une diversité de pratiques viticulturales et une diversité de techniques de vinification qui font que c'est pas si facile de le définir comme tel.
Mais ce qu'elles ont toutes en commun, ces pratiques, c'est de s'opposer à un système agricultural et un système de viticulture mainstream, conventionnel, et de proposer des chemins alternatifs de production. Et donc, euh, j'affirme que le mouvement des vins nature prend la forme d'un mouvement de résistance dès lors qu'il se pose en rupture avec le paradigme dominant qui gouverne la filière vitivinicole. Premier point. Deuxième point, pour comprendre comment ça s'illustre, comment ça se traduit, j'ai essayé dans ma thèse d'analyser comment cette rupture elle est mise en œuvre, comment elle est performée selon les cultures politiques dans chacun des contextes. Ce qui est commun à quasiment tous les acteurs du mouvement des vins nature, c'est cette mise en récit, ce développement de narrative autour de l'idée de rébellion, de transgression. Et d'ailleurs, cet imaginaire collectif autour de la rébellion, de la transgression, etc., c'est vraiment un marqueur transnational du vin nature que l'on retrouve aussi bien à Bordeaux que dans la province du Cap, que dans d'autres régions viticoles. Et en fait, les vignerons nature utilisent des références telles que, bon, j'en ai mis quelques-unes ici que je trouvais assez évocatives, comme le Pirate des vignes, Pug des cèpes, Viti Hacker. En Afrique du Sud, on parle de la Swartland Revolution, comme une mise en récit pour s'identifier au mouvement, mais aussi pour être identifié au mouvement par leur père. Par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui a déjà été souligné par d'autres auteurs, notamment Audrey Mouta et Nicolas Couenias, les vignerons nature ont développé une véritable identité visuelle, une communication graphique qui transgresse avec les codes de l'œnologie conventionnelle et toute une sémiotique autour de cette idée de transgression, de rébellion. Cette distinction, elle se fait dès l'étiquette, avec des designs qui sont, voilà, vous pouvez le voir sur ces images, des designs qui sont complètement émancipés des codes traditionnels de la filière. Hein. On est loin des polices fines ou de l'esthétique château. Au contraire, les vignerons nature vont privilégier des images colorées, parfois des jeux de mots un peu salaces, des étiquettes humoristiques, des noms un peu insolites, voire provocants. Et il existe vraiment pléthore d'exemples pour illustrer un peu cette identité visuelle décalée. Euh, qui accompagne la mise en récit de l'idée de rébellion, de transgression. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'il y a des artistes visuels qui ont d'ailleurs trouvé une niche. Les trois photos les trois visuels que vous voyez en bas, c'est des artistes qui aujourd'hui ne produisent quasiment que pour les vignerons nature. Donc vous avez ici Pauline Dupin-Thémard, Les Folles de Silène, Michel Tolmer, que vous connaissez peut-être. Voilà, alors cette esthétique, elle s'arrête pas uniquement à la bouteille. Il y a une mise en scène qui est générée par les vignerons du mouvement des vins nature et qui poursuivent un peu dans toute leur production, voire même comme une éthique de vie. Par exemple, en Afrique du Sud, les vignerons du mouvement des vins nature se font remarquer chaque année à l'occasion du salon annuel Cape Wine, qui est probablement un des plus grands salons d'Afrique du Sud, qui réunit à la fois les grands producteurs nationaux et aussi des importateurs de monde entier. Vous avez les images ici dans le carré en bas à gauche, en habillant leur stand avec un design toujours plus loufoque et aussi parfois en troquant un peu le costard qui est normalement de mise pour ce genre d'événement et en venant déguiser, par exemple à la dernière édition de 2022, ils sont arrivés en leggings zébrés avec des tops à paillettes. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de trancher avec l'esthétique conventionnelle. Côté bordelais, les vignerons nature, ils sont généralement associés à un imaginaire qui est un peu rock, un peu punk, et c'est une esthétique qu'ils entretiennent eux-mêmes avec des événements, des événements mi-concert, mi-dégustation, qui ici aussi hein, vient trancher avec l'image prestige qui est généralement associée au vignoble bordelais. Euh, si le mouvement des vins nature a pu exister, c'est également car il a su trouver son audience et il a pu développer ses propres réseaux. Quelque chose qui est très marqueur dans le mouvement des vins nature, c'est qu'il évolue complètement en dehors des canaux traditionnels de la filière. Premièrement, aucune vente en grande distribution, mais du coup, ça l'oblige à venir créer et disposer de ses propres réseaux de distribution. Donc, ces caves spécialisées, ces salons, ces festivals, tous ces rendez-vous qui sont un peu voilà, des rendez-vous annuels pour les aficionados du vin nature. Et d'ailleurs, ça va plus loin que ça puisqu'il y a même certains journalistes qui sont aujourd'hui spécialisés, des critiques de vin, des journalistes spécialisés dans le vin nature, qui viennent entretenir ce discours de contre-culture, de marginalité. Et donc tout ça, ça participe à
l'émancipation des vignerons nature de la filière conventionnelle, mais aussi à leur distanciation, voire polarisation. Et alors, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, mais dans ma thèse, je montre que l'adoption des pratiques vinicoles nature, elle relève souvent de choix individuels, hein, que ce soit le résultat de trajectoires socio-professionnelles, de sensibilité à ces modes de production alternatifs. Mais ce qui est quand même assez révélateur de la dimension mouvement, lutte, c'est l'émergence de collectifs de vignerons qui sont plus ou moins formels, plus ou moins formalisés, et qui émergent dans les différentes régions viticoles. C'est particulièrement visible notamment en Afrique du Sud, où j'ai pu observer l'émergence d'actions collectives et la mise en place de ces collectifs. Il y a eu les événements de la Swartland Révolution qui ont eu lieu. La Swartland est une sous-région viticole du Cap, hein. Donc les événements de la Swartland Révolution qui ont eu lieu de 2010 à 2016 et qui ont ensuite donné naissance au Swartland Independent Producers, un collectif de vignerons qui lui-même a inspiré d'autres collectifs plus récemment, notamment le Zoo Biscuit Crew, Beers and Barrels ou le Burning Vine Society. À Bordeaux, on peut penser par exemple au collectif des Bordeaux Pirates, dont le slogan est des vins qui sortent des sentiers battus. Même si c'est un collectif qui n'est pas explicitement rattaché à la mouvance nature, il a quand même cette idée de s'ériger en résistance aux productions conventionnelles traditionnelles du Bordelais. En France, par exemple, si on dézoome un peu, donc si on sort de la région bordelaise et qu'on regarde ce qui se passe à l'échelle nationale, là, il y a énormément de collectifs, d'associations qui se sont mis en place. Vous connaissez peut-être les vins sains, sans aucun intrant ni sulfite ajouté, ou encore l'AVN, qui est l'association des vins nature, et qui est en quelque sorte l'ancêtre du syndicat des vins nature que je mentionnais tout à l'heure. Donc voilà, donc finalement, il y a cette mise en récit, il y a cette identité commune transnationale, la constitution de collectifs de vignerons. Et tout ça, c'est autant d'éléments stratégiques qui participent à une distanciation active du mouvement des vins nature du reste de la filière. Et plus encore, cette rupture, elle participe aussi à une polarisation de différentes visions de l'industrie. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, d'ailleurs, enfin, qui est beaucoup revenu dans mes entretiens, c'est cette idée que le vin à nature, on y adhère ou on s'en indigne, mais dans tous les cas, il ne laisse pas indifférent. Troisième, dernière partie pour cette présentation, j'aimerais aller un peu au-delà des simples débats sur, voilà, sur les caractéristiques organoleptiques du vin nature ou sur le débat avec ou sans sulfite, et même aller un peu au-delà des controverses sur les différents modes de production et s'interroger sur le mouvement des vins nature en tant que plateforme pour d'autres revendications militantes. Et c'était vraiment le cœur de ma réflexion, c'était de considérer l'ensemble des revendications qui émanent du mouvement des vins nature. Et petite parenthèse ici, certains des résultats que je vais présenter dans les slides qui viennent ne sont pas exclusivement le fait du mouvement des vins nature, hein. C'est des choses qu'on pourrait retrouver également chez des producteurs indépendants, des producteurs en bio, en biodynamie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mouvement des vins nature a la particularité de condenser un peu ses traits, ses caractéristiques. Voilà. Alors, première chose, le mouvement des vins nature, ce que je m'efforce de montrer, c'est il ne se satisfait pas seulement de contester la manière de produire, mais les acteurs du mouvement développent, négocient des nouvelles façons aussi de commercialiser, d'approvisionner, voire de consommer le vin, euh, en dehors des canaux traditionnels de la filière. Et donc ça se passe à la vigne et au chai, mais ça se passe aussi tout le long de la chaîne de valeur du vin. Je citais juste quelques exemples rapidement. En amont de la production, les vignerons du mouvement des vins nature invitent généralement à repenser les rapports à la propriété foncière, repenser la responsabilité des producteurs sur les écosystèmes. On voit notamment souvent émerger chez les vignerons nature des sortes d'hybridation, donc c'est-à-dire des modèles d'exploitation qui sortent voilà, du modèle du vigneron avec l'exploitation familiale et le capital foncier. Là, on est plus sur des chais partagés, des chais urbains, des terres en fermage. Enfin voilà, on réinvente un petit peu les différents modèles de l'entreprise. Et c'est particulièrement marqué notamment en Afrique du Sud, hein, où historiquement la filière viticole, elle a été
gouvernés par une coopérative monopolistique. Et donc, les vignerons du mouvement nature viennent s'émanciper de ce modèle de coopérative. Euh, En aval de la filière, il y a également cette volonté de réinventer les modes de distribution, de consommation, hein. Je parlais tout à l'heure des étiquettes, mais il y a également les contenants avec les vignerons nature qui vont parfois proposer des vins en canettes ou alors en kegs, je ne sais plus comment on dit en français, pardon. Et aussi un renouveau de certaines productions qui avaient été un peu délaissées, production assez ancienne d'ailleurs. On peut penser au vin nature qui est souvent associé au vin de macération, aussi appelé vin orange, et plus récemment le renouveau de la piquette chez les vignerons du mouvement des vins nature. Et il y a aussi sur le côté consommation cette volonté de réimaginer un petit peu la palette de goût, de proposer des nouveaux codes de dégustation pour que la dégustation soit quelque chose de plus inclusif, donc sortir de la dégustation comme quelque chose peut-être avec un capital culturel ou économique qui serait une barrière et réinventer la dégustation pour qu'elle soit plus inclusive. Donc voilà, ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que le mouvement des vins nature crée un précédent dans la filière qui engendre des transformations de marché et qu'il agit peut-être parfois comme vecteur d'innovation, en tout cas de changement incrémental dans la filière, parce qu'il est actif dans l'émergence de nouveaux cadres cognitifs et qui permettent du coup des innovations sur toute la chaîne de production vitivinicole. Euh, En dehors de l'agenda écologique que je mentionnais précédemment, le mouvement des vins nature se veut également porteur d'autres revendications, notamment des revendications d'ordre social ou économique un peu plus large. Et historiquement, il y a des relations fortes entre les vignerons nature et une critique du capitalisme, voire une dimension presque anarchiste chez certains à certains égards. Et du coup, dans ma tête, je me suis demandé, voilà, comment ça se traduit? Est-ce que ça se traduit au-delà juste de l'esthétique punk révolutionnaire? Comment ça se traduit dans les revendications, dans les actes? Donc, il y a une critique de la transformation du métier de vigneron qui est assez présente, hein, avec les vignerons du mouvement nature qui regrettent la transformation des petites exploitations familiales en ce qu'on pourrait appeler la viti-industrie ou ce que Isabelle Saporta a appelé le vino-business. C'est d'ailleurs une critique qui est exposée de manière assez frontale dans le documentaire Mondovino de Jonathan Le Citer. Et voilà, lors de mes entretiens, que ce soit en Afrique du Sud ou en France, il est apparu très clairement que ce contre quoi les vignerons du mouvement nature s'insurgent, c'est pas tant les petits producteurs qui sont en conventionnel, hein, au contraire, il y a une sorte de solidarité au niveau des souffrances économiques qu'il peut y avoir chez certains petits producteurs, même s'ils produisent en conventionnel. Ce contre quoi ils s'érigent, c'est plutôt les grands propriétaires, voire même les grandes entreprises qui ont investi dans les vignobles, mais qui, selon eux, et là je cite de mes entretiens, sont déconnectés de la réalité du travail à la terre, déconnectés du travail paysan. Et donc, en réaction à ça, ce qu'on va retrouver assez régulièrement dans le mouvement des vins nature, c'est un renouveau, une célébration de la figure de vigneron, une célébration de ce retour à la terre, des petites exploitations. En parallèle, le mouvement des vins nature déplore ce qu'on pourrait appeler la financiarisation du vin, c'est-à-dire le moment où le vin devient un produit de luxe. Et c'est des revendications qui finalement n'entrent pas en contradiction avec l'idée d'une rémunération juste des producteurs, puisque les vignerons nature ont tendance à récuser autant la bouteille de vin vendue à Lidl pour 1,69 €, dont je vous ai mis l'exemple ici, que certains grands crus qui jouent le jeu de la bulle financière et de la spéculation, de la financiarisation du vin en tant que produit de luxe. Voilà. Et là, je voudrais faire un petit pas de côté, donc pour sortir des considérations économiques et plus revenir sur des revendications sociales. Il y a un autre type de lutte qui a émergé au sein du mouvement des vins nature, notamment en France, c'est les revendications féministes, qui sont variées et qui vont du coup de la dénonciation de violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin avec l'association Paye ton pinard, jusqu'à d'autres
actions collectives comme les dégustations en non-mixité, des salons organisés par ou pour les femmes vigneronnes, etc. Et donc, il y a vraiment cette question de l'intersectionnalité des luttes qui émerge ici. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui et que je continue aussi d'explorer dans mes nouveaux projets de recherche. Et alors, dernier aspect au niveau des critiques, c'est une critique des institutions vitivinicoles. Les vignerons du mouvement des vins nature délaissent les marqueurs classiques de la qualité, hein, que ce soit les AOC ou les systèmes de notation. On peut par exemple penser au système de notation sur 100 points à la Parker et, et se vantent de pouvoir compter sur leur propre réseau et leur réputation pour pouvoir écouler le stock. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais notamment du fait qu'il y a ce renouveau de la figure du vigneron. Vous remarquerez que le vin nature se vend moins sur le nom du domaine, le nom du château, mais il se vend sur le nom du vigneron ou de la vigneronne. Donc voilà. En cela, les acteurs du mouvement des vins nature, ils participent à déconstruire les codes de cette filière vin qui est quand même une filière qui est hautement codifiée, régulée, et ils participent à bouleverser un peu les marqueurs de qualité en réadoptant, en manipulant à leur avantage, hein, du coup, des concepts tels que le concept de terroir ou d'authenticité et en remettant en question le système de robustesse des appellations. Je vais revenir plus en détail sur le système des appellations. Euh, Vous n'êtes pas sans ignorer du coup qu'en France, la qualité vinicole est régie par un système particulier qui est celui des AOC, système d'appellation d'origine contrôlée. Autrement dit, la qualité du vin en France est construite socialement, historiquement, autour de cette notion d'origine géographique. Les AOC, aujourd'hui, elles sont gérées par ce qu'on appelle des ODG, organismes de défense et de gestion, qui s'assurent du suivi du cahier des charges, mais aussi de l'évaluation des vins pour que ces vins puissent être commercialisés avec la dénomination de l'AOC. Ce processus d'évaluation, il se fait en deux phases. Il y a premièrement une phase analytique qui vise à s'assurer que le vin ne présente pas de défauts majeurs. Et ensuite, il y a une phase avec un comité de dégustation qui juge la qualité des vins et qui juge notamment la typicité du vin par rapport à l'appellation. Et c'est là que je reviens au vin nature, puisque ce qui se passe aujourd'hui et depuis plusieurs années en réalité, c'est qu'il y a un nombre assez élevé de producteurs de vin nature qui se retrouvent exclus par les comités de dégustation pour manque de typicité. Autrement dit, comme vous pouvez le voir ici sur l'image, leurs vins sont refusés car manque de typicité pour l'appellation, entre autres. Or, c'est un critère qui est largement contesté par les vignerons nature pour qui l'idée même de typicité est à proscrire car elle inciterait à une standardisation de la production viticole alors que pour eux, donc pour les vignerons nature, au contraire, le vin doit se faire l'écho de son terroir et donc doit, ou en tout cas peut différer selon les parcelles, les cépages, les millésimes, voire même entre cuvées. Et donc, il y a une sorte enfin, en tout cas, les vignerons nature participent à dénoncer un certain dévoiement des AOC et ils choisissent, dans certains cas, de sortir par eux-mêmes des AOC qu'ils jugent du coup trop rigides, trop obsolètes, hein, et se retrouvent en vin de France. Alors, le vin de France, ça peut paraître à premier abord comme un déclassement, mais c'est parfois tourné en avantage par ces producteurs, euh, pour qui c'est la sortie de l'AOC est à la fois un choix politique, ça leur permet de revenir vers des modes de production plus libres, mais aussi parfois un choix économique, puisque dans certaines appellations qui économiquement sont, je dirais pas en difficulté, mais en tout cas qui ne sont plus des appellations prestigieuses, il est parfois plus économiquement profitable pour les vignerons de sortir des appellations et de passer en vin de France. Et donc, ce que je montre là-dessus, c'est que le mouvement des vins nature participe à questionner le système des appellations, mais aussi à en révéler parfois les dysfonctionnements, les lacunes. Je vais conclure très rapidement. Voilà, alors du coup, ce que j'essayais de montrer ici, c'est que le vin nature s'érige comme un contre-mouvement, un mouvement de résistance, hein. On est passé d'un marché de niche à quelque chose qui s'érige vraiment en contre-culture. Le mouvement des vins nature, il conteste cette production viticole en régime industriel ou capitaliste, en mettant en place des stratégies pour s'en émanciper et dans une certaine mesure, euh, il parvient à s'en émanciper et à peser sur les règles qui structurent cette industrie en créant un précédent sur le marché. Et
conclure en apportant ici un peu de nuance. Ce qui a été aussi un des enjeux de cette thèse, c'était de montrer les défis des vignerons, d'articuler d'un côté cette volonté de se positionner en rupture avec le système, voilà, de s'émanciper, d'avoir tout cet éventail de revendications, et de l'autre côté, cette nécessité de viabilité économique qui incombe du coup quand même à toute entreprise, à toute production. Et donc, finalement, la majorité des, des vignerons dans le mouvement des vins nature sont contraints par des impératifs économiques qui les obligent à adapter leurs revendications. Et ce que je montre d'ailleurs, c'est que ces résistances, elles oscillent entre ce qu'on pourrait appeler de la désobéissance civile, voire des pratiques qui vont jusqu'à la judiciarisation de certains conflits, et des pratiques plus discrètes, des luttes feutrées, hein, pour reprendre l'expression de Geneviève Pruvos, voire des actions beaucoup plus discrètes. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère ne pas avoir trop dépassé et je serai heureuse de répondre à vos questions tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clémentine. C'était tout à fait passionnant et en plein, je pense, dans notre thème de séminaire, mais aussi des questions d'actualité du monde de la vigne et du vin, puisqu'il était question, par exemple, de la de la remise en cause parfois du système des appellations, etc. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de questions autour de la communication que vous avez proposée. D'abord, les premières interrogations qui se sont posées portaient peut-être un petit peu sur l'aspect méthodologique que vous avez présenté au départ, c'est-à-dire pour quelles raisons cette comparaison Bordeaux-Afrique du Sud, est-ce que c'est parce qu'on y retrouve, on va dire, un même pourcentage de vin nature, et est-ce que vous pourriez repréciser peut-être à peu près parce que ça a échappé à quelques personnes, quelques auditeurs, le pourcentage de vin nature dans ces deux espaces. Donc voilà, première chose méthodologique sur la comparaison euh, qui peut nous être utile. Oui, merci. Euh, alors cette comparaison, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'était un choix qui était voulu assez provocant. L'idée, c'était pas de justement pas de partir d'une région où le mouvement des vins nature est déjà très connu comme le Languedoc-Roussillon, la Loire ou le Beaujolais, et du coup plutôt de partir de régions dans lesquelles a priori voilà, c'est pas les premières régions auxquelles on pense quand on pense vin nature, justement pour montrer que le vin nature est un phénomène qui a émergé dans quasiment toutes les régions vitivinicoles et autant dans les régions du Nouveau Monde, on va appeler le Nouveau Monde comme l'Afrique du Sud, que dans des régions qu'on pourrait qualifier peut-être de plus conservatrices ou en tout cas traditionnelles comme le Bordelais. Donc ça, c'était mon point de départ, avec du coup aussi cette idée de comparer deux régions dans lesquelles le mouvement était arrivé assez tardivement finalement autour des années 2010. Pour ce qui est des pourcentages, alors quand je précisais qu'il existe entre 1 à 3% de la production, que le vin nature compte pour 1 à 3% de la production viticole, c'est des chiffres que j'ai croisés de plusieurs sources presse. Il peut être intéressant de regarder aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la charte méthode nature. J'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble qu'il y a aujourd'hui au niveau du syndicat méthode nature à peu près 200, un petit peu moins de 200 vignerons adhérents en France. Donc c'est voilà, on est vraiment dans un mouvement de niche. Et si vous voulez aussi d'autres chiffres, ça peut être intéressant de regarder l'application Raisin, qui est une application qui recense à la fois les producteurs, mais aussi les lieux de consommation, les caves et restaurants qui distribuent du vin nature. Et après, pour ce qui était moi de mon terrain, j'ai recensé en Afrique du Sud une quarantaine de vignerons nature et en France, et dans le Bordelais, pardon, euh, une trentaine, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à 40. Voilà. Sachant que c'est des gens qui, eux, se considèrent du mouvement des vins nature. Donc voilà, les vignerons qui s'auto-définissent comme participant à ce mouvement.
D'accord. Merci. Un autre point d'interrogation résidait dans la capacité d'innovation de ces producteurs de vin nature, qu'il s'agisse du conditionnement. Vous avez un peu parlé des canettes ou types de conditionnement comme ça qui sont davantage attachés aux boissons effervescentes ou autres types de soda, souvent de production industrielle. Donc ça, c'est, on va dire, les innovations un peu techniques, un peu de conditionnement qui viseraient à changer les modes de consommation. Et puis, autre type d'innovation que seraient par exemple les lieux de vente un peu ou les lieux de consommation spécialisés, bar à vin, qui sont pour la France en tout cas plutôt citadins, voire un peu même parisiens. Donc la question, elle est globale. Est-ce que vous pourriez un peu plus peut-être préciser ces mouvements d'innovation, premièrement, et deuxièmement, est-ce que là aussi la comparaison montre qu'on a quelque chose qui va de concert entre l'Afrique du Sud et la France, ou est-ce qu'on a des distinctions en particulier sur les lieux de consommation un peu dédiés, un peu urbains, urbains chic peut-être même, pourrait-on dire, que l'on observe en France? Ok. Euh, sur la partie innovation, oui, et c'est ce que je précisais tout à l'heure, je pense que dans la majorité des cas, les innovations ne sont pas à proprement parler le fait des vins nature. Je pense que Mhm. les vignerons nature ont une grande capacité à s'emparer de ces innovations parce que euh, comme ils sont pas, ils se sont émancipés des codes traditionnels de la filière, ils sont entre guillemets libérés des canaux traditionnels de la filière. Ils s'autorisent voilà, le vin en canette, le vin en pression, ce genre de choses. Et donc, c'était aussi ce que j'essayais de montrer, c'est que l'innovation vin nature, elle n'est pas seulement centrée sur le produit. On pourrait parler d'une process upgrading, donc une innovation qui émerge tout le long de la production et qui va, oui, du coup, sur les contenants, euh, les étiquettes, etc. Et les lieux de vente aussi, avec cette idée de se réapproprier ou en tout cas de réinventer des nouveaux lieux où on peut boire du vin. Euh, en France, et pareil, je ne l'apprends à personne ici, mais la consommation de vin est en forte décroissance sur ces dernières décennies. Donc je pense qu'il y avait aussi une envie chez certains vignerons du mouvement nature de venir euh, euh, enfin, de venir vendre leur vin, c'est des nouvelles tranches de consommateurs et en effet des jeunes et surtout des jeunes urbains. Euh, et alors, ce qui est assez paradoxal ici, c'est que tout à l'heure, je mentionnais que le mouvement des vins nature avait pour ambition affichée de casser un peu les codes de la dégustation, de plus faire de la dégustation quelque chose de prestigieux ou en tout cas d'élitiste et de rendre la dégustation assez accessible. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans ces nouveaux lieux assez urbains, chics, voilà, citadins, etc., une nouvelle barrière. En fait, je suis pas sûre que tout le monde s'autorise ou en tout cas se sente à l'aise dans ces lieux. Donc, à vouloir trop déconstruire, on a reconstruit, entre guillemets, les vignerons nature ont reconstruit des sortes de barrières à l'inclusivité. Je sais pas si c'était exactement ce que vous attendiez pour cette question, mais Si, c'est extrêmement clair et ça répond à d'autres remarques qui ont été formulées justement un peu dans ce sens du peut-être un peu de certaines formes de paradoxe entre les revendications et ensuite la réalité de ce que peuvent être les consommateurs, les espaces de consommation, voire les prix de ces vins. Par ailleurs, parmi les autres formes de paradoxe, certaines interrogations portent justement sur ce rapport au terroir et à l'AOC, à savoir que ne pourrait-on pas considérer qu'il y a là une revendication assez paradoxale à vouloir rester dans une AOC alors même que la production de vin nature développe d'autres formes de goût, d'autres formes d'arômes, certains diraient de défauts, par rapport au mode de production. Donc, est-ce que finalement, ce rapport au terroir est pas un peu paradoxal, vouloir s'inscrire dans un espace tout en ne respectant pas ou ne s'inscrivant pas plutôt dans les codes euh, identitaires classiques de cet espace?
C'est exactement, et je pense que c'est vraiment deux visions de la notion de terroir qui s'opposent. Euh, Ce que défendent les vignerons nature, c'est cette idée que les AOC ne doivent pas être figées dans le marbre et qu'elles sont, en tout cas, qu'elles doivent être amenées à évoluer, notamment avec les nouveaux enjeux d'adaptation au changement climatique, donc du coup les nouveaux cépages qui sont peut-être plus acclimatés, plus adaptés pour tel ou tel type de terroir ou des nouveaux types de vinification, etc. Et si on écoute, si on reprend un peu les discours des vignerons nature, ils ont cette prétention de dire avec un vin où il y a eu une intervention minimale de la vigne à l'embouteillage, leur vin serait l'expression la plus pure du terroir, entre guillemets. Donc c'est vraiment, ils réussissent à manipuler, voilà, à reprendre des concepts de terroir à leur avantage. Donc ça s'oppose à cette vision plus classique et plus institutionnelle du terroir, qui est quelque chose qui est érigé avec un cahier des charges depuis des décennies et qui a notamment participé à cette idée de prestige, de grandeur, notamment de certaines AOC viticoles françaises. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui deux visions du terroir qui s'opposent et qui obligent forcément les institutions des AOC voilà, en tout cas, à réfléchir à ces sujets, à savoir comment se positionner. Il y a une réflexion en cours en ce moment qui, moi, me semble très intéressante, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est celle de l'AOD, l'appellation d'origine durable, qui a été proposée par un juriste bordelais qui s'appelle Ronan Raffray, et qui vise du coup à réformer les AOC pour y inclure des critères environnementaux. Et voilà, je pense que ces discussions, en tout cas cet agenda politique un peu autour de l'AOC, elle a lieu, ces discussions, elles ont lieu aussi parce qu'il y a eu ce mouvement de résistance, ces controverses qui ont émané du mouvement des vins nature. Ça a créé cette opportunité pour faire avancer, en tout cas pour repenser l'AOC si elle doit être repensée. Mais ça, c'est tout à fait intéressant. Je me permets une toute petite incise un petit peu liée à mes travaux de recherche en histoire. Effectivement, le mouvement des AOC, par rapport à aujourd'hui 2024, apparaît quelque chose d'assez ancien. Mais si on se replace, par exemple, à l'échelle du XVIIIe siècle et même de la fin du XVIIe siècle, qui a commencé à créer vraiment la construction de la réputation des vins, on est bien d'accord que sans doute que ce qui a été sanctionné dans le cahier des charges des AOC était assez loin, malgré tout, de ce qu'on pouvait produire à cette époque, alors même que c'est à cette époque qu'a commencé à émerger un certain nombre de dénominations liées à un territoire, liées même à un terroir, et qu'on a commencé à créer un savoir œnologique. Donc effectivement, il y a dans ce mouvement quelque chose qui pourrait être, si on le prend comme ça, de manière un peu brute, anhistorique, alors qu'en fait, au contraire, je crois que ça s'inscrit plutôt dans une compréhension historique, mais très longue, de ce que peut être un terroir et ce que peut être aussi un produit et ce qu'on en fait. Et bon, là, voilà, c'est une petite incise personnelle, mais pour rebondir par rapport à ce que vous faites, et je crois que ça participe à alimenter le débat qui nous occupe. Alors, parmi les éléments du débat, justement, il y en a d'autres qui sont euh, qui sont arrivés, qui sont peut-être. Vous avez terminé par l'intersectionnalité. Alors ça, c'était vraiment très très intéressant. Vous avez jamais dit que les mouvements de vin nature étaient de gauche, par exemple, ou de choses comme ça. Mais je me posais, enfin, on pose la question et je me posais aussi la question de savoir deux choses. La première, le mouvement justement de ces vins nature par rapport à d'autres types de mouvements qui se revendiquent eux aussi comme alternatifs, type vignerons engagés ou autre type de label un petit peu plus répandu et en même temps maintenant plus classique comme vin bio ou biodynamie. Donc comment est-ce qu'ils se situent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une convergence ou au contraire est-ce qu'ils revendiquent toujours leur originalité de manière très ferme? Et deuxième point, par rapport à cette question des relais ou des choses comme ça, ou de l'inscription de cette mouvance, est-ce qu'il y a des relais politiques dans le sens du personnel politique ou pas? Voilà, est-ce que en Afrique du Sud ou dans la région ici bordelaise, vous avez vu un intérêt du personnel politique, local sans doute plus, pour ces questions, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu apolitique?
Bon, voilà, deux questions presque en une. Euh, super. Euh, Ce que j'ai pas précisé en tout début de présentation, c'est que le vin nature est souvent considéré dans la grande famille des vins bio. Donc il y a des proximités et il y a des connexions fortes avec le bio et aussi avec la biodynamie. Mais là où d'autres mouvements comme les vignerons engagés ou la bio euh, voilà, souvent sont finalement aujourd'hui très institutionnalisés. C'est des mouvements qui ont des associations, des chartes, des cahiers des charges, la bio aujourd'hui une définition à l'échelle de l'Union européenne, etc. Pendant longtemps, et même encore aujourd'hui dans certaines mesures, dans le mouvement des vins nature, il y a vraiment cette idée d'être un mouvement sans tête, sans leader, sans définition. Et c'était d'ailleurs, c'était hyper intéressant pour moi de faire cette recherche au moment où le syndicat de méthode nature a commencé à émerger, parce qu'il y avait cette nécessité de venir encadrer la production, de venir lui donner une définition, ne serait-ce que voilà, pour pouvoir un peu contrecarrer le marketing opportuniste, etc. Mais il y avait aussi tout un pan du mouvement des gens nature qui refusait de lui donner une définition, avec ce côté que je disais tout à l'heure un peu anarchiste, de ne pas vouloir rentrer dans des cases. Euh, donc là, là-dessus, c'est quelque chose qui divise encore le mouvement et qui se retrouve aussi bien en Afrique du Sud qu'en France. Pour la deuxième partie de la question, sur ce qui est des relais politiques, euh, je de tête comme ça, je n'ai pas d'exemple de relais politique, en tout cas de la sphère politicienne partisane qui aurait pris parti, ou en tout cas qui aurait pris la défense, ce serait fait le relais du mouvement des vins nature. Pour autant, si on sort voilà, de cette sphère vraiment politico-politicienne, il y a énormément d'acteurs, de grandes figures qui vont, eux, se faire vouloir défendre le mouvement des vins nature, que ce soit des vignerons, mais aussi voilà, des journalistes spécialisés, des artistes, et qui sont un peu du coup des marqueurs ou des emblèmes du mouvement des vins nature à l'international. D'accord. Et Oui, si je peux en profiter, juste, c'était aussi pour rebondir sur le fait que le vin nature n'est pour moi pas du tout quelque chose de gauche, même si voilà, en France, il y a oui. certaines affiliations, affinités avec les mouvements anarchistes, etc. Euh, En Afrique du Sud, quelque chose qui est ressorti, c'était vraiment ce côté apolitique, Mhm. ce côté très libéral aussi. On est sur voilà, une filière vin, des modes de gouvernance qui sont complètement différents de ce que nous, on peut connaître en France. Et quelque chose qui est énormément ressorti de mon terrain sud-africain, c'est cette idée de s'émanciper du système de coopératif, mais surtout s'émanciper des modes de gouvernance de l'État. Vraiment de pouvoir exister et en tant que mouvement et en tant que réseau de vignerons et de ne pas du tout ni avoir recours au service de l'État, voilà, d'être complètement indépendant. Ça, c'était quelque chose de très marqué pour l'Afrique du Sud. Mhm. D'accord. Concernant la question des consommateurs, justement, c'est un autre point qui a été souligné. Est-ce que les consommateurs, est-ce qu'on peut peut-être dresser un profil type du consommateur de ces vins-là? Est-ce que, au contraire, c'est plus compliqué? Voilà, c'est pour nous intéresser aussi à l'autre bout de la chaîne, peut-être. Mm. J'ai pas énormément de pistes là-dessus. Pendant ma recherche, je me suis vraiment centrée sur voilà, les acteurs un peu qui portent le mouvement, qui sont un peu sur le devant de la résistance. Donc ça se passait surtout côté production et un peu dans la nébuleuse d'acteurs qui gravitent autour. Il y a forcément voilà, certains cavistes, certains restaurateurs. Mais c'est vrai que j'ai peu en dehors juste de mes propres opinions, j'ai peu d'infos sur qui sont les franges de consommateurs et ça Mhm. mériterait d'ailleurs plus de recherches là-dessus. Donc, Mhm. c'est un appel à des chercheurs qui nous écoutent. Oui, c'est sans doute, sans doute. De toute façon, vous avez bien montré à quel point, bon, voilà, ça reste un segment pas encore trop exploré donc Mm. par la recherche et donc déjà votre thèse est pionnière, je pense, en la matière. Donc ça nous apprend beaucoup. Mais Dernière.
Pardon. Peut-être juste si un petit point, et je reviens sur cette dimension transnationale du mouvement. Ce qui me paraît en tout cas intéressant, c'est que que ce soit au niveau des producteurs ou des consommateurs de vin nature, c'est à peu près vraiment le même frange de consommateurs, que ce soit à New York, à Londres, à Cape Town ou à Bordeaux. Il y a vraiment un côté globalisation, mondialisation, et le mouvement des vins nature se veut un peu emblématique de cette mondialisation de la consommation du vin. Une dernière question peut-être pour terminer notre séance de séminaire de ce soir. Les gens qui s'inscrivent dans cette dynamique donc de production de vin nature, est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt des très bons connaisseurs de la filière classique et qui du coup choisissent peut-être en milieu de carrière ou quelque chose comme ça de complètement basculer vers un autre mode de production? Est-ce que ce sont plutôt ceux qu'on pourrait qualifier de néo-ruraux qui ont fait une carrière dans autre chose et qui du coup veulent à la fois associer un nouveau mode de vie à des convictions politiques profondes. Donc, ou est-ce que ce sont aussi, par exemple, de manière plus simple, hein, des héritiers d'exploitation qui, à la suite de leur père, bah, changent? Ou est-ce que là encore, un peu comme pour les consommateurs, il n'y a pas de profil type, mais plutôt une variété de personnes qui s'engagent dans ces modes de production? Euh, je pense qu'il n'y a pas de profil type. Ceci dit, il y a quand même énormément de néo-ruraux, des gens pour qui c'est des reconversions de carrière, qui ont déjà cette sensibilité militante, écologique, etc., par leur passé, ou en tout cas par leur trajectoire socio-professionnelle, et qui décident voilà, d'ouvrir, en tout cas de commencer une production de la nature, d'où aussi ces sortes d'hybridation où on n'a pas forcément accès aux terres, et donc on commence en louant une barrique chez un producteur, voilà, des cuvées un peu hybrides, beaucoup de négoces aussi de vin nature. Il y a ça. Euh, il y a des exploitants qui ont repris en fait l'exploitation familiale, et là souvent il y a eu un véritable euh, euh, une transition d'une génération à l'autre qui parfois s'est fait un peu dans le conflit, ou en tout cas de manière assez brutale, hein. J'ai pas mal de témoignages de producteurs pour qui les parents travaillaient en conventionnel, et qui, eux, se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre sensibilisés à la bio, la biodynamie, la production nature, et ont décidé à la reprise de l'exploitation familiale, engager des transitions là-dessus. Et donc, on peut imaginer que c'est pas forcément facile. Euh, et en Afrique du Sud, ce qui est assez aussi particulier, c'est que du fait de l'apartheid, jusque dans les années milieu des années 90, les vignerons n'ont pas pu voyager à l'extérieur, donc ne se sont pas formés aux nouvelles techniques viticoles, œnologiques, etc. Et donc en fait, les vignerons du mouvement nature aujourd'hui, c'est la première génération de vignerons qui peut aller faire des stages, des formations en Australie, dans le Beaujolais, avant de revenir. Et voilà, donc il y a eu vraiment un choc générationnel au niveau des générations de producteurs en Afrique du Sud. On retrouve moins en France, et encore moins dans le Bordelais. Mhm. Et alors ces gens qui, par exemple, en tout cas pour les néo-ruraux ou ceux qui choisissent ce type de production alternative, donc ils sont 1 à 3%, ils sont quand même pas nombreux, leur insertion dans la société locale, en fait, rurale, locale, est-ce que ce sont des gens un peu isolés ou plutôt qui après bah, mettent aussi une partie de leur conviction au service de la société, du tissu rural qui est parfois en grande difficulté d'ailleurs à l'échelle locale? C'est une très bonne question. Euh, pour la première partie de la question, je pense que les résultats n'auraient pas été les mêmes si j'avais fait mon enquête dans le Languedoc-Roussillon ou dans la Mhm. Loire. Euh, à Bordeaux, la réception du mouvement des premiers vignerons nature a pas été facile. Je pense qu'elle l'est beaucoup plus aujourd'hui, début 2025, qu'il y a, voilà, il y a 15-20 ans, même il y a 30 ans, quand les premiers vignerons nature se sont installés, parce qu'il y avait beaucoup de méfiance aussi par rapport à ce genre de production au départ. Euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est suite à ça, ou si c'est à expliquer avec d'autres facteurs, mais il me semble quand même que le monde des vins nature est quelque chose de, un microcosme aussi isolé qui fonctionne avec, enfin,
grâce à ces acteurs, avec ces acteurs, mais les liens avec le territoire sont pas forcément si évidents. Après, Mhm. je ne souhaite pas généraliser là-dessus. Il y a des super initiatives dans le Bordelais ou en Afrique du Sud de producteurs, de vignerons, de vigneronnes qui voilà, ont réussi à s'intégrer dans le tissu territorial avec beaucoup d'initiatives de solidarité, de partage. Je parlais tout à l'heure des collectifs de femmes, de vigneronnes. Mhm. Il y a des super exemples là-dessus aussi. Mais c'est vrai que dans la filière vin, il y a cette volonté de polarisation et de mise Mhm. à distance du conventionnel qui, à mon avis, a un certain backlash, ou en tout cas en retour, fait qu'ils sont aussi isolés des institutions et de ce qui existe déjà sur le territoire. Merci vraiment beaucoup pour cette présentation extrêmement riche qui a suscité un grand nombre de questions. Merci aux spectateurs et je suis ravie d'avoir pu entendre vos travaux récents et puis aussi parfois vos retours d'expérience lors de nos questions. Je vous invite ensuite à revenir nous voir et nous écouter la semaine prochaine puisque nous aurons l'intervention de Nachidil Rawai, géographe à l'ISVV et membre du laboratoire Passage et qui évoquera aussi la thématique de vignes et vins et politique à partir de la question du soft power dans la diplomatie enfin voilà, avec je pense beaucoup d'exemples et une résonance dans les champs de l'actualité la plus récente. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Et puis, encore merci Clémentine Chazal pour votre brillante présentation ce soir. Merci Au à vous, revoir. merci pour l'organisation. Merci Clémentine, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et dans le chat, j'ai mis un lien vers la chaîne YouTube où vous pourrez revoir l'ensemble des présentations de cette saison, que ce soit la Cité du Vin ou les vendanges en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre voilà, les différentes conférences. Allez, bonne soirée. Merci. Merci à Au revoir. tous.